Épisode 117. Avons-nous oublié comment dormir? Salut Ingrid. Salut Hugo. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as bien dormi? Ouais, aujourd'hui j'ai bien dormi. Et toi? Ouais, ça va. C'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment, donc c'est un peu plus difficile de s'endormir. Mais moi, en général, j'ai pas trop de problèmes de sommeil, donc ça va. Et justement, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le sommeil, c'est devenu une question assez centrale ces dernières années dans notre quête vers toujours plus de productivité, une société et des gens toujours plus productifs. Je sais que, par exemple, qu'il y a un livre qui était New York Times best-seller en 2017 de Matthew Walker qui s'appelait Why We Sleep. Ça fait très longtemps qu'il est sur ma liste de lecture, mais j'ai toujours pas réussi à trouver le temps de le lire. Et puis je sais qu'il y a aussi des podcasts, par exemple, sur la méditation, avec des méditations nocturnes, des histoires ou des bruits pour nous aider à dormir. Je ne sais pas si c'est un truc que toi, tu as déjà essayé. Oui, ça m'est déjà arrivé. Notamment, je sais que j'avais écrit un article il y a quelques années sur les applis de méditation. Et donc, j'avais eu des codes pour tester plein d'applis. Et donc, je devais y passer beaucoup de temps. Et plutôt que faire que de la méditation en pleine journée, j'avais testé pas mal d'options qui permettaient, qui étaient d'un genre de méditation pour s'endormir. J'avais trouvé ça sympa. Ouais. Et tu trouvais que ça t'avait aidé? Oui, alors après, c'est vrai que moi, j'avais pas trop de problèmes à ce moment-là. Je dormais assez facilement, donc je trouvais ça intéressant, mais je suis pas sûre que pour les personnes, par exemple, qui sont insomniaques, donc qui font des insomnies, qui ont des vrais problèmes pour dormir, ce soit forcément parfait. Mais je peux pas juger. J'imagine que ça fonctionne sur certains, mais moi j'ai tendance à tomber dans les bras de Morphée assez facilement. Et après, très belle à dormir. Expression. Ouais, je sais pas si ça existe dans les autres langues. Tomber dans les bras de Morphée. C'est une expression qui veut dire tout simplement s'endormir. Donc, c'est le moment où on passe de l'état de réveillé à l'état de endormi. Et c'est une expression qui se base sur une personne mythologique, Morphée. Je tombais dans les bras de Morphée assez rapidement et après je dormais à point fermé pour continuer sur les expressions. Donc... Tu vas toutes les placer les unes après les autres. Il y en a plein. Donc non, mais bon, j'avais pas trop de problèmes, mais effectivement les applis de méditation ont des options pour s'endormir qui sont en soi assez sympas, même qu'on ait un problème ou pas. Ça nous met dans un petit monde enchanté avant de dormir, c'est cool. Ouais, donc dormir à point fermé, ça veut dire dormir profondément, très bien dormir. On a pas mal d'expressions qui sont synonymes. On a aussi dormir comme un bébé ou dormir comme un loir. Donc un loir, on a vérifié juste avant l'épisode, c'est un petit animal qui ressemble à un écureuil. C'est un rongeur qui hiberne 7 mois pendant l'année, en hiver. Hiberner, c'est cette période chez certains mammifères pendant laquelle ils ne font quasiment que dormir pour se protéger du froid. Donc, quand on dit dormir comme un loir ou dormir comme un bébé, dormir à point fermé, ce sont des expressions synonymes. Après, dormir comme un bébé, c'est un peu bizarre comme expression parce qu'en général, les bébés ne dorment pas très bien. En tout cas, ça prend un certain temps avant qu'ils fassent leur nuit. Faire ses nuits. Donc, quand un bébé fait ses nuits, ça veut dire qu'il ne se réveille plus au milieu de la nuit, qu'il a un sommeil continu pendant 8, 9 ou 10 heures. Je ne sais pas combien de temps les bébés dorment exactement, mais... Je pense une bonne dizaine d'heures, une fois que... voire plus. Et toi, tu disais au début, non, que tu dors plutôt bien ou... Je dors plutôt bien, mais c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai commencé à avoir besoin de dormir avec des boules qui ess. Donc des boules qui ess, ce sont des petits objets qu'on met dans ses oreilles pour bloquer les sons extérieurs, pour ne pas entendre les sons extérieurs. Ouais. Et depuis maintenant... Boule qui ess, c'est la marque, il me semble.
Ouais. Voilà, QUIES. Et sinon, je crois qu'il y a d'autres mots, Bouchon d'oreille. bouchon d'oreille. Mais en France, en tout cas, on utilise boule caisse. C'est comme pour les Kleenex ou les sopalins. Ça vient d'une marque. Exactement, c'est le nom de la marque qui est devenu le nom de l'objet par défaut. Donc ouais, depuis 4 ou 5 ans, j'ai besoin de boule caisse pour dormir parce que sinon, dès qu'il y a un son, j'ai tendance à me réveiller. Et c'est le cas souvent parce que nos 2 chattes dorment avec nous dans le lit et elles ont tendance à faire leur toilette vers 3 ou 4 heures du matin. Donc ça, c'était le truc qui me réveillait systématiquement et j'ai dû commencer à dormir avec des boules caisses. Mais quand j'ai des boules caisses, en général, je dors comme un bébé. D'accord, ok. Mais on a un peu de chance, je crois, parce que apparemment, 1 Français sur 3 a du mal à dormir et 10 millions de Français ont recours à des somnifères. Les somnifères, c'est des médicaments qu'on utilise pour réussir à s'endormir. C'est vrai que la consommation a beaucoup augmenté pendant la pandémie de Covid, mais de manière générale, en France, de toute façon, on consomme beaucoup de somnifères, d'antidépresseurs et tout ce genre de médicaments qui altèrent un peu le fonctionnement du cerveau. C'est vrai. Moi, j'ai un ami qui a eu le Covid là récemment et il m'a dit que le plus difficile pour lui, c'était les problèmes de sommeil parce qu'il toussait en continu toute la journée et toute la nuit. Et à cause de ça, il n'arrivait pas à s'endormir. Et pendant 2 semaines, il a été complètement KO. Pas vraiment à cause des symptômes, enfin, si à cause des symptômes du Covid, mais tout simplement parce que ça perturbait tellement son sommeil qu'il avait beaucoup de mal ensuite pendant la journée à être éveillé. Et c'était vraiment ça pour lui le plus compliqué avec le Covid. Ah oui, le pauvre. Et j'imagine qu'en plus, peut-être qu'il devait continuer à travailler ou à avoir une vie entre guillemets normale. Et c'est vrai que notre mode de vie actuel n'est pas forcément très adapté à pouvoir faire des variations. Par exemple, si ton ami avait besoin de dormir très longtemps l'après-midi pour rattraper son sommeil, il avait peut-être pas l'occasion. Exactement. Et c'est vrai que les problèmes de sommeil, c'est des choses qui sont assez handicapantes maintenant, qui peuvent vraiment nous pénaliser. Un bon exemple de ça dans la culture populaire, c'est le film Fight Club, dans lequel le héros a des insomnies qui l'emmènent vraiment vers une aventure assez étrange. Donc ça, faire des insomnies, avoir des insomnies ou être insomniaque, ça veut dire qu'on n'arrive pas du tout à dormir pendant la nuit. On n'arrive pas à s'endormir. Donc voilà, moi je ne suis pas insomniaque et Ingrid. Moi non plus. Par contre, j'ai grandi avec une personne insomniaque, ma petite sœur. Okay. Et ça va. J'ai un bon sommeil. Je me réveille très facilement et je me rendors très facilement. Donc, si tu veux, quand on me réveille, ça prend pas de temps. Il suffit de me parler, de me dire tiens, Ingrid, j'ai besoin de toi. Hop, pas de problème. Et je me rendors en un rien de temps. Et c'est vrai que c'était assez pratique pour ma sœur qui souvent me réveillait en panique parce qu'elle pouvait pas dormir, ça la faisait stresser. Et donc, souvent l'insomnie, c'est lié avec les crises d'angoisse ou le stress qui font que on se dit tellement « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme » qu'on ne dort pas. Donc, je connais assez bien le sujet pour l'avoir observé à mes côtés en grandissant. Moi, mon petit frère n'était pas insomniaque, mais il a eu une période pendant laquelle il était somnambule. Être somnambule, ça veut dire qu'on se lève et qu'on bouge pendant la nuit. On est endormi, mais on marche, on a l'impression. Enfin, les gens autour de nous peuvent avoir l'impression qu'on est éveillé, mais en fait, on est endormi. Et mon petit frère, il avait tendance à se lever, aller dans le couloir et ensuite aller s'asseoir en haut des escaliers. Donc, ça faisait vraiment peur à ma mère. C'est quand même. C'était flippant. Donc, flippant, ça veut dire ça fait peur. Ça fait peur parce que, on avait peur qu'il essaye de descendre les escaliers, qu'il se fasse mal. Et heureusement, c'est jamais arrivé. Mais ouais, pendant quelques années, il était somnambule. Il avait quel âge ? C'était quand il avait 8 ou 9 ans, il me semble. Ah ouais,
Ouais, pour un Donc, il petit était garçon petit. comme ça doit faire peur, ouais, pour les parents. Ça fait peur. Et surtout quand on est éveillé et qu'on voit quelqu'un être somnambule, ça fait un effet assez bizarre. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'il ne faut absolument pas réveiller un somnambule, que ça peut être très dangereux. Donc voilà, je ne l'ai jamais réveillé quand il faisait ces crises de somnambulisme, mais ça m'a marqué. Je comprends. Bon, en tout cas, pour ton frère, c'était pas la société moderne ou quoi. Ce qui va plutôt nous intéresser maintenant, c'est des choses un peu moins graves, peut-être, on peut dire, parce que je pense que le somnambulisme, c'est carrément quelque chose de médical plus sérieux. Mais on voulait vous parler aujourd'hui de comment le rythme du sommeil a pu être perturbé et dans notre société moderne, dans notre société productiviste, et comment on a oublié de dormir. Ou plutôt, comment on a oublié comment dormir. Un historien a découvert, il y a une vingtaine d'années, que nos problèmes de sommeil sont peut-être liés à notre façon de dormir qui ne correspondrait pas à notre rythme naturel, notre rythme biologique. Oui, cet historien, il s'appelle, désolé pour le nom, peut-être que je vais mal prononcer, mais c'est Roger L. Kirsch. C'est un historien américain qui a découvert dans les années 90 que il existait un sommeil dit biphasique qui était le sommeil le plus répandu dans l'histoire pendant des siècles et des siècles. Exactement. Et c'est assez intéressant la façon dont il a trouvé ça. Pendant ses recherches, en fait, il lisait des comptes rendus de procès, des procès dans les tribunaux. Compte rendu, peut-être, tu peux expliquer? Ouais, un compte rendu, c'est quand il y a un événement et que quelqu'un est chargé d'écrire tout ce qui s'est passé pendant cet événement, tout ce qui a été dit, c'est un compte rendu. Et on utilise souvent cette expression dans les entreprises. Quand il y a une réunion, par exemple, quelqu'un doit faire un compte rendu de la réunion. Donc, quelqu'un doit noter tout ce qui a été dit pendant cette réunion. Donc, évidemment, pendant les procès, il y a des comptes rendus. Et pour les historiens, c'est une excellente source d'information parce que ces comptes rendus sont souvent très détaillés. Ils expliquent, ils donnent des indications sur la vie de l'époque, les habitudes, etc. Et donc, Roger E. Kirsch a découvert une référence au premier somme. Alors, donc ça a été traduit évidemment en français. Un somme, c'est c'est le fait de dormir, donc c'est une référence aussi au sommeil. Faire un somme, ça veut dire dormir, en général pour une période assez courte. Et il a donc découvert qu'il y avait donc c'était à la fin du Moyen-Âge, il me semble. Oui. Il y avait un premier et un deuxième somme. Donc qu'en fait, le sommeil à l'époque n'était pas continu, mais qu'il était divisé en deux périodes. Oui, en fait, c'est assez drôle parce que dans le compte-rendu du procès, la personne qui témoignait faisait référence à ce premier somme, mais c'était pas du tout quelque chose d'important dans le compte-rendu. C'était un détail, comme si elle disait « c'était juste après le déjeuner ». C'était juste après le premier somme. Et c'est là que cet historien a commencé à faire des recherches. Et en fait, qu'il a découvert que le premier somme et donc le deuxième, le fait d'avoir 2 périodes de sommeil dans la nuit, c'est pas quelque chose qui était seulement courant en Angleterre à l'endroit où le procès avait lieu, pas seulement au Moyen-Âge, mais en fait, il a trouvé des références à ces premiers et deuxièmes sommes dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et dans toute l'Europe aussi, donc bien sûr en France, et à des époques très très lointaines, depuis la Grèce antique jusqu'au 15e, 16e, 17e siècle. Et le plus récent, c'était au début du 20e siècle. Donc quand même, ça a duré longtemps partout et nous, on ne le savait pas. Exactement. Pendant plusieurs millénaires, dans de nombreuses sociétés, il y avait ce sommeil biphasique.
Alors, on n'a pas expliqué biphasique du coup. On a dit premier, deuxième somme, et donc ça s'appelle un sommeil biphasique. Ouais, donc un sommeil en 2 phases, un sommeil biphasique. Comme quand on dit bicaméral, par exemple, quand il y a le système bicaméral en France, quand il y a 2 chambres, l'Assemblée et le Sénat. Donc le sommeil biphasique, il y a 2 phases. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que les gens faisaient entre ces 2 phases, en fait. Peut-être que déjà, tu peux nous dire au niveau des horaires, à quoi ça correspondait, ces 2 phases ? Alors, il y avait une première phase qui était quand on termine sa journée, en général, sa journée soit de travail, de travaux à la maison, etc. L'horaire peut dépendre, mais c'est à peu près, ça peut être, 20h jusqu'à 23h, par exemple, pour se reposer de sa journée. Et puis après, le deuxième, c'était à peu près 3h du matin. Pareil, ça peut changer 1h, 3h, jusqu'au matin. Donc, fin de journée, un réveil, et puis après, du début de l'aube jusqu'au petit matin. Exactement. Ouais. Donc un premier somme qui était un peu plus court, de 2-3 heures, juste pour vraiment se reposer de la journée et reprendre un peu d'énergie. Ensuite, cette dors-veille, alors ça c'est un mot, on l'a traduit en français, mais bon, c'est pas vraiment utilisé. C'est une traduction de The Watch en anglais. C'est un mélange de dormir et veiller. Veiller, ça veut dire, donc c'est une chose qu'on ne fait plus vraiment maintenant, mais veiller, c'est être éveillé le soir. On disait qu'avant, on organisait des veillées. Donc, les gens étaient réunis pour se raconter des histoires et pour passer la nuit ensemble sans dormir. Donc, ça, c'était veiller. Pour prier aussi beaucoup. Pour prier aussi. Il y a beaucoup de références à la veille dans la Bible, par exemple. Exactement, exactement. Donc, cette période de dors-veille durait entre 1 et 2 heures et elle avait lieu entre la première et la deuxième phase de sommeil. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que les gens faisaient pendant cette heure, entre minuit et 1 heure du matin. Donc, ils priaient, comme tu l'as dit, c'était une heure privilégiée pour la prière. Ils pouvaient lire, si évidemment ils possédaient des livres, donc dans le cadre bourgeois. Et c'était aussi un moment très propice pour les époux pour avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, les médecins, les physiciens de l'époque recommandaient cette période pour avoir des enfants. Ils disaient que cette dors-veille, c'était vraiment le meilleur moment pour concevoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre ? Bah écoute, ils philosophaient, ils mangeaient. Parfois, c'était le moment propice pour faire certains petits travaux manuels, comme coudre, tisser, tricoter. Alors ça, c'est du vocabulaire relatif à la fabrication de vêtements. Exactement. Et j'ai vu aussi, c'était intéressant, que souvent, en fait, ils discutaient parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de façons de dormir qui étaient communautaires. On dormait avec toute la famille dans une même pièce. Parfois, on dormait avec ses domestiques. Quand il y avait des voyageurs de passage, on les invitait à dormir dans le lit commun à toute la famille. Donc, à ce moment-là, au milieu de la nuit, c'était un bon moment pour papoter, donc pour discuter, comme quand on faisait des soirées pyjama, nous, quand on était jeunes. Exactement. Ouais, il y avait beaucoup de gens qui restaient simplement au lit et qui discutaient. Ils étaient aussi protégés par la nuit, donc c'était plus facile de peut-être parler de choses plus légères, de se confier des secrets, etc. Mais cette dors-veille, c'était vraiment une période très importante pour les gens de cette époque. Oui, ils pouvaient même se visiter entre voisins. Et une dernière chose intéressante et qui nous ramène notamment à ce procès dont on a parlé au début, c'était une heure propice. Propice, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a un bon moment pour commettre des crimes. Voilà. On se réveillait et puis, comme c'était assez normal de se balader chez les voisins, si on voulait assassiner son voisin, c'était le moment parfait. C'était un bon moment et les criminels étaient protégés par la nuit, ce qui a commencé à changer au XVIIe siècle avec l'apparition de l'éclairage public.
Donc d'abord, évidemment, l'éclairage au gaz, et puis après, plus tard, vers la fin du 19e siècle, avec l'éclairage électrique. Ça, en fait, ça a tout bouleversé. Ça a complètement bouleversé notre rythme de sommeil. Mhm. Oui, c'est vrai, parce que à la base, ce rythme biphasique dont on a parlé, c'est un rythme qui est en fait plutôt naturel. C'est un rythme qui se base sur le rythme circadien. Donc le rythme circadien, ça veut dire tout simplement qu'il se base sur l'alternance entre le jour et la nuit. Donc comme il n'y avait pas d'éclairage artificiel, on s'éclairait seulement la bougie. C'était assez naturel de tomber dans le sommeil au moment où le soleil n'était plus présent. Et ça a commencé à changer avec l'éclairage public, mais aussi parce qu'à la maison, c'est devenu plus accessible, plus abordable d'avoir des bougies et puis plus tard l'éclairage au gaz et l'éclairage électrique, notamment chez les classes populaires. Donc les gens ont commencé à se coucher plus tard et à en fait repousser de plus en plus cette première phase de sommeil jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement au profit de la deuxième. Donc, on est passé d'un sommeil biphasique à un sommeil uniphasique, un sommeil en une phase. Et je ne sais pas si tu as des animaux domestiques, Ingrid. Est-ce que tu as déjà vécu avec des chats ? Oui. Parce que les chats, eux, ils ont un sommeil... J'ai déjà eu 2 chattes à la maison. C'était celle de ma coloc, mais... Donc, tu sais que les chats ont plutôt un sommeil octophasique, on pourrait dire. Donc, ils dorment un peu toute la journée en plusieurs phases. Et c'est vrai qu'ils sont assez actifs la nuit parce que c'est une bonne période pour eux pour chasser, pour attraper des animaux. Mais moi, je sais que mes chattes, elles se sont adaptées à notre rythme de sommeil. Donc, quand on va se coucher à 23h, elles viennent avec nous dans le lit. Et il y en a une sur les 2 en particulier, Mia, qui dort toute la nuit avec nous. Et quand on se réveille le matin, elle est encore allongée à côté de nous. Et elle sort du lit pour aller prendre son petit déjeuner en même temps que nous. Après, peut-être que pendant la nuit, elle se réveille, qu'elle va... Bon, je sais qu'elle va aux toilettes, par exemple, parce qu'elle en profite pour faire beaucoup de bruit. Mais c'est vrai que, voilà, même chez les autres animaux, parfois, notre rythme de sommeil doit s'adapter à notre environnement et aux circonstances dans lesquelles on vit. Oui, c'est vrai que les animaux dorment en général beaucoup plus que nous. Beaucoup d'animaux, les chiens, les chats. Donc forcément, ils dorment un peu plus longtemps la journée, mais comme toutes leurs activités sont un peu basées, quand c'est des animaux domestiques, sur le rythme de la maison, forcément, ils s'adaptent. Tout comme nous, on s'est adapté d'une certaine manière à l'éclairage public, mais aussi au fait que maintenant, et depuis la révolution industrielle, on a inventé quelque chose qui n'existait pas avant, c'est le réveil matin, tout simplement. Avant, à l'époque des sommeils biphasiques, le rythme naturel, c'était je suis fatiguée à la fin de ma journée, je fais un gros dodo, et puis après, naturellement, je me réveille, je fais des petites activités un peu calmes, parce que donc à ce moment-là, on se réveillait pas parce qu'on se forçait à se réveiller. On se réveillait parce que naturellement le corps s'était bien reposé et il se remettait en fonction. Et puis après, on redormait et on se réveillait naturellement à l'heure d'aller traire les vaches, à l'heure d'aller commencer à faire ses petits travaux, mais sans que ce soit une heure précise. On n'avait pas une montre, on n'avait pas une alarme, on n'avait pas tout ça. Ni de patron qui nous disait « Allez, il faut que tu arrives à telle heure et tu dois pointer. » Mais à la révolution industrielle, ça a changé. Ouais. D'ailleurs, l'ironie du sort, donc ce qui est vraiment ironique dans cette histoire, c'est qu'apparemment, l'inventeur du réveil, la personne qui a inventé cet objet, c'est quelqu'un qui vendait des montres et qui avait des problèmes pour se réveiller le matin. Donc, il a modifié des montres pour en avoir une qui lui permette de se lever le matin. Donc, c'est lui qui a inventé le réveil.
Merci. Hein. Moi, personnellement, je n'utilise pas de réveil. Depuis que je travaille plus en entreprise, voilà, je sais que si je me réveille à 7h, 7h30 ou 8h, ça va pas avoir une grosse influence sur ma journée. Donc, j'ai arrêté d'utiliser un réveil et je me réveille toujours plus ou moins à la même heure. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Pareil. Non, moi non plus, j'utilise pas de réveil. C'est vrai que c'est la chance qu'on a de ne pas avoir d'horaire fixe et puis de travailler de la maison. Ça nous demande pas une organisation particulière le matin. Naturellement, je me réveille à peu près aux mêmes heures, peu importe l'heure à laquelle je vais me coucher. Et puis parfois, je me dis non, tu t'es couché un peu tard hier, redors 1 heure. Mais j'ai toujours naturellement tendance à me réveiller vers 8h, 8h30. Puis là, je peux décider de dormir un peu plus ou de commencer ma journée. Et à 9h, je commence à travailler, quoi. C'est vrai que c'est bien. Ouais. C'est un luxe assez kiffant. Assez kiffant, assez appréciable. Et est-ce que tu fais la grasse mat le week-end ? La grasse matinée, donc c'est une expression qui veut dire dormir longtemps, en profiter pour dormir beaucoup plus longtemps que d'habitude. Ouais. Et j'ai pas l'impression de faire la grasse matinée puisque comme je dors en respectant mon rythme du sommeil toute la semaine, parfois je peux dormir jusqu'à très tard. Par exemple, si je suis sortie la veille, j'ai fait la fête, ça m'arrive de moins en moins, mais voilà, mais c'est pas forcément découpé entre la semaine, je me réveille tôt et le week-end, je vais dormir jusqu'à 11h pour rattraper mon sommeil. Ça m'arrive plus depuis que je respecte toute la semaine mes besoins de sommeil. Et toi ? Ouais, c'est pareil. Je fais pas la grasse matinée en général, sauf quand je fais la fête. Pareil, ça m'arrive aussi de plus en plus rarement. Mais c'est vrai que quand on dort suffisamment pendant la semaine, c'est plus facile de garder ce rythme et de se lever toujours plus ou moins à la même heure, plutôt que d'avoir des horaires complètement décalés entre la semaine et le week-end, ou ensuite le lundi, on se sent vraiment mal parce qu'on a besoin de se réadapter. Voilà, donc j'évite de faire la grasse matinée. Pour en revenir à cette révolution industrielle, on a parlé du réveil et aussi avec la démocratisation, ou plutôt avec l'apparition du travail à l'usine, où il est devenu très important de mesurer précisément les horaires de travail pour que l'usine fonctionne en continu toute la journée. Et il y avait notamment En fait, à l'époque, très souvent, les ouvriers habitaient dans la cité qui était autour de l'usine. Et le matin, il y avait une sirène ou un son très, très strident, très désagréable pour réveiller tous les ouvriers pour qu'ils viennent à l'usine et qu'ils commencent à travailler à l'heure. Ouais, une sirène, c'est une alarme très forte qui permet de se faire entendre dans une zone très grande, par exemple dans toute une ville ou dans tout un quartier. Il y a encore des sirènes aujourd'hui, les sirènes des pompiers, par exemple. Voilà, c'est des alarmes assez horribles comme on s'imagine. Tu dors sur le lieu du travail et il y a une alarme qui réveille tout le quartier pour dire « Allez les gars, on arrête de dormir et on va bosser. Ouais. » C'est une belle invention. Donc heureusement ça c'est fini, mais maintenant tout le monde a un réveil dans sa chambre. Ou en tout cas, et c'est encore pire, un smartphone, parce que beaucoup de personnes utilisent leur smartphone, leur portable comme réveil. Et le problème quand on a son smartphone dans la chambre, c'est que cet écran produit de la lumière bleue. Et quand on le regarde la nuit avant de s'endormir, cette lumière bleue perturbe encore notre rythme biologique. Parce qu'en fait, elle reproduit la lumière du jour et elle bloque la sécrétion de mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone sédative, c'est-à-dire une hormone qui a tendance à nous endormir et qui est normalement sécrétée en grande quantité le soir, justement pour aider notre corps à s'endormir. Là, quand on regarde son smartphone avant de se coucher, ça bloque la sécrétion de mélatonine et ça perturbe notre sommeil. Ça, c'est une chose qui est de plus en plus connue maintenant et les gens essayent de lutter contre ça. Par exemple, ma copine et moi, depuis quelques années, on a complètement banni les smartphones de la chambre.
Donc voilà, le soir, quand on va se coucher, on n'a pas le droit d'emmener notre smartphone dans la chambre, on le laisse dans le salon. Et je pense que ça a pas mal amélioré notre qualité de sommeil. Il manque plus qu'à bannir les chats Ah non, ça, de la c'est chambre impossible. et vous Hors de dormirez question. sur vos 2 oreilles. Non, les chats sont tolérés. Mais on n'oublie pas quand même quelque chose de positif de notre époque et pour lequel l'humain s'est aussi adapté, c'est que avant, les gens dormaient toujours que d'un œil. Dormir que d'un œil, c'est une expression assez courante qui veut dire ne pas dormir profondément parce que on est quand même attentif à ce qui se passe autour de nous. Et à une époque, comme c'est encore le cas pour les animaux dans la nature, on devait faire attention à toutes les éventualités de danger, les agressions, et j'en passe, quoi, les catastrophes naturelles, etc. Aujourd'hui, c'est quand même le sommeil monophasique est quand même plus adapté puisque on peut dormir sur nos 2 oreilles. Encore une expression, hein, vous en aurez beaucoup. Donc dormir profondément. Parce qu'on est assez protégé, on est dans nos maisons, tranquille, avec quand même peu de chances d'être agressé ou d'avoir une catastrophe qui nous arrive. Donc forcément, on peut se permettre de dormir d'une traite, donc beaucoup, d'un coup. Exactement, ouais. On peut dormir d'une traite de manière continue et puis c'est aussi, on a gagné en confort. Parce qu'aujourd'hui, en général, toutes les personnes dorment dans un lit. La plupart des gens ont les moyens d'avoir un lit. Alors que quand j'ai lu cet article, par exemple, c'est vrai que les gens au Moyen-Âge avaient rarement des lits, donc ils devaient dormir plutôt sur des matelas faits avec de la paille et qu'ils devaient partager avec toutes les personnes de la famille, avec parfois des inconnus aussi qui étaient de passage. Donc, dormir dans ces conditions, c'était vraiment difficile. Il y avait aussi des puces de lit, ces petits insectes qui sont dans les matelas et qui vous attaquent pendant la nuit, qui laissent des marques rouges sur le corps, qui sont vraiment très, très désagréables. Ça existe toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'au Moyen-Âge. Donc, on a gagné en sécurité et en confort. Et même cet historien, Roger Ekirch, dit que le 21e siècle, c'est l'âge d'or du sommeil. On n'a jamais mieux dormi que maintenant. Donc, conclusion, le réveil, c'est pas cool, mais quand même, on dort mieux aujourd'hui qu'avant. On ne va pas non plus regretter le Moyen-Âge. Exactement. Et si vous voulez tester le sommeil biphasique, c'est pas quelque chose qui est recommandé parce que comme c'est plus vraiment naturel pour nous, ça implique de mettre un réveil pour avoir cette période justement entre les 2 sommeils. On peut essayer, il y a certaines personnes qui expérimentent avec ça et qui ont des résultats plutôt positifs, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé par les médecins. En fait, ce qui est recommandé, c'est de suivre son sommeil naturel. Donc, si vous vous réveillez à minuit naturellement et que vous avez envie de lire un livre, go. Mais mettre un réveil au milieu de la nuit pour philosopher, franchement, c'est pas très recommandé. Oui. Ah oui, on a oublié de le dire, mais ça peut rassurer un peu les insomniaques. Si vous avez tendance à vous réveiller au milieu de la nuit, vers minuit ou 1h, et à être éveillé pendant 1 heure, c'est peut-être tout simplement une réminiscence, un vestige de votre rythme naturel de sommeil. Et peut-être qu'au lieu d'être angoissé à cause de ça, vous pouvez essayer de lire pendant 1 heure. Enfin voilà, j'imagine que si c'est votre cas, vous avez déjà des techniques. Mais c'est peut-être moins problématique. Culpabilisez pas, quoi. Ne culpabilisez pas. Faites-le en vous disant que c'est naturel. Exactement. C'est peut-être tout simplement votre rythme de sommeil naturel. Une petite question pour la fin aux auditeurs. Nous, on a beaucoup parlé de nous. Et vous, comment est-ce que vous dormez ? Comment est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous dormez sur vos 2 oreilles ? Est-ce que vous dormez que d'un œil ? Et à quelle heure vous tombez dans les bras de Morphée ? Bref, utilisez les expressions, vos expressions préférées pour nous raconter un peu votre cas. Oui, dites-nous tout. Et je sais aussi que beaucoup de personnes utilisent le podcast pour s'endormir. Donc, si c'est votre cas et que vous êtes dans le lit, eh bien, on vous souhaite une bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!
Salut.